Allô, c'est Camille, bienvenue dans le podcast 5 à 7 RH. Le podcast qui dit des trucs, mais pas n'importe quel truc, puisque nous allons parler entreprise et particulièrement des relations humaines dans la sphère professionnelle. Dans ce podcast, je vais vous apporter des outils pratiques que vous pourrez utiliser dans le monde du travail. Alors que vous soyez salarié, auto-entrepreneur, dirigeant d'entreprise, RH, manager ou tout simplement curieux, ce podcast s'adresse à vous. Alors, bienvenue à vous et bonne écoute. C'était horrible. Voilà les deux mots que m'a sorti ma voisine lorsque je lui ai demandé comment s'était passé son premier jour de télétravail. Et là, elle m'explique qu'entre les enfants qui courent de partout, le téléphone qui ne cesse de sonner, la préparation du repas et les différents rendez-vous en visio, la journée n'a pas vraiment été évidente. Et je vous avoue avoir été étonnée par son discours, car je ne vivais pas le télétravail de la même manière. Pour moi, c'était plutôt adieu le temps de transport, plus de temps pour moi et enfin du calme, sans être interrompu toutes les 5 minutes. Et c'est en observant nos deux contextes complètement différents que je me suis rappelé que le télétravail a été imposé durant le confinement et que c'était la première fois non seulement pour les salariés mais aussi pour l'employeur. Alors oui, dans ces conditions où tout est incertain, les débuts peuvent être compliqués. Mais le télétravail pourrait être de plus en plus utilisé et va devenir la norme dans de plus en plus d'entreprises. Et c'est pour cette raison que dans ce podcast, nous allons parler de culture d'entreprise, de mise en place du télétravail, de bonnes pratiques managériales, afin que le télétravail soit vu comme un levier de changement dans vos organisations. Ces derniers temps, et notamment avec la pandémie, les débats sur le télétravail ont été nombreux, avec les pro-télétravail d'un côté, les anti de l'autre. Mais dans ce podcast, je ne vais pas rentrer dans ce grand débat d'opinion, car je ne pense pas que mon opinion vous apporte grand-chose. Par contre, ce que je pense qui peut vous aider, c'est de savoir comment implanter le télétravail et surtout faire en sorte que ça se passe bien. Car le télétravail peut lever beaucoup de questions, que ce soit du côté employeur ou du côté salarié. C'est pourquoi, avant de vous lancer dans une telle démarche, il faut connaître les désavantages et les avantages inhérents au télétravail pour votre entreprise. Car le télétravail constitue un défi réel pour la gestion des ressources humaines notamment. Alors, comme n'importe quel projet en entreprise, il faut réfléchir à un plan, à des objectifs. Et c'est ce que nous allons faire dans cette première partie. Je vais vous accompagner dans cette réflexion. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous rappeler que le télétravail ne doit pas nécessairement se faire à distance tous les jours. Vous pouvez aussi mettre en place 2 ou 3 jours par semaine de télétravail. Suivant vos objectifs, votre culture d'entreprise, etc., le nombre de jours alloués au télétravail peut être différent d'une entreprise à une autre. Et là, vous vous dites, mais Camille, c'est logique. Et oui, c'est logique. Mais avant de devenir logique de pouvoir instaurer 2 jours de télétravail par semaine ou 5 jours, il faut y réfléchir. Pourquoi ça serait 2 jours ou pourquoi 5 jours? Et c'est de ce point-là que je souhaite vous parler. Car si vous ne prenez pas le temps d'y réfléchir comme un véritable projet, si vous vous dites on n'a qu'à le faire dans un cadre informel, vous risquez de générer de l'incohérence, des inégalités et de l'incompréhension. Et vous pouvez aussi vous retrouver dans des situations de sentiment d'injustice où un salarié pourrait se demander mais pourquoi tel manager lui a accordé du télétravail et pas à moi? Alors que par exemple, juste en élaborant une charte du télétravail, cela permettra à tous les salariés et les managers d'avoir la même base, quelque chose de cohérent sur lequel s'appuyer. Plus les règles seront claires, moins l'application du télétravail provoquera de malentendus et de frustration chez les collaborateurs. Pensez toujours à ce qui fonctionne le mieux pour vos collaborateurs et bien sûr pour l'entreprise. Il n'existe pas d'approche unique, alors soyez flexibles et réfléchissez à la manière dont vous voulez vraiment que cela fonctionne. D'ailleurs, la première étape à réaliser lorsque vous commencez à envisager la mise en place du télétravail, c'est d'en discuter avec les équipes et d'obtenir leur avis. Organiser une réunion ouverte sur ce que vous envisagez en termes de travail à distance peut vous aider à commencer à comprendre les problèmes potentiels qui pourraient survenir et à savoir si votre équipe a des suggestions à faire sur la manière dont cela pourrait fonctionner. Vous pouvez par exemple faire un sondage ou un questionnaire à destination des managers et des salariés en leur demandant quels sont les avantages et les inconvénients du télétravail. Est-ce qu'ils peuvent créer un espace de travail à la maison? Est-ce qu'ils ont des préoccupations par rapport au télétravail? Si oui, lesquelles, etc. Le but est de dresser un portrait global de la situation et de définir les préoccupations des employés et des managers par rapport au télétravail. Et là, vous vous dites peut-être,
pourquoi est-ce qu'il faut faire cela? Car en le faisant à l'échelle de l'entreprise, vous pouvez également comprendre d'un point de vue opérationnel comment le travail à distance peut avoir un impact sur les clients, sur des services ou des rôles spécifiques. D'ailleurs, une fois le télétravail implanté, il faut continuer ce travail, identifier les éléments qui fonctionnent bien et sur lesquels il faut travailler. Car le télétravail doit s'intégrer avant tout dans la structure et la culture de l'entreprise. Une fois cette évaluation faite, il faudra aussi savoir quelles technologies seront les mieux adaptées à vos besoins et c'est là que vous passez à la deuxième étape. Qu'il s'agisse de fournir des bureaux et des chaises, des ordinateurs portables ou des téléphones, vous devez avoir une réflexion sur le matériel qui sera alloué à chaque salarié et donc faire une évaluation des coûts liés à l'implantation du télétravail qui concerne non seulement le matériel, mais aussi les différents outils de communication. Par exemple, comment allez-vous planifier le travail et répartir les tâches au sein d'une équipe physiquement éclatée? Avec quel outil? Bon, je vous laisse réfléchir à cette question, mais pendant ce temps, on avance et on va passer à la troisième étape, la formation. Avant de mettre en œuvre le télétravail, il est conseillé de fournir une formation claire à vos employés afin qu'ils soient confiants et capables de travailler efficacement et de manière productive. De cette manière, vous allez pouvoir les former sur la gestion de la charge de travail, sur les logiciels de gestion de projet, les méthodes de communication, etc. Les salariés manipulant des données doivent plus que jamais être formés à l'utilisation des nouveaux outils de télétravail. Cela permettra à ce que tout le monde puisse avoir le même niveau d'information sur les outils possibles à utiliser et surtout comment on les utilise, avec qui on doit communiquer si on rencontre tel problème, etc. Il n'y a rien de pire comme perte de temps que de devoir chercher l'information, d'avoir une personne qui te renvoie une autre, etc. Maintenant, autre point qui pourrait vous aider à ne pas générer cette frustration et cette perte de temps, ce sera d'ailleurs notre étape numéro 4, c'est ça, notre étape numéro 4, la création d'un manuel sur le télétravail. Alors pourquoi? Car il est important de définir vos attentes, qu'elles soient notées par écrit avec des directives claires en matière de santé et de sécurité pour les travailleurs à distance, sur la politique d'équipement de l'entreprise, sur les heures de travail. Vous pouvez par exemple préciser qu'il ne faut pas téléphoner entre certaines heures pour s'assurer que les salariés ne travaillent pas 24 heures sur 24. D'ailleurs, pensez au droit à la déconnexion. Vous pouvez aussi aborder les questions de connectivité. Par exemple, que se passe-t-il si l'employé a une panne de Wi-Fi, a un problème avec son matériel, etc. Ce guide doit être complet afin de répondre au maximum de questions que peut se poser un télétravailleur. Et enfin, dernier point, et non des moindres, la culture d'entreprise. Si vous envisagez de faire travailler votre équipe à distance pendant de longues périodes, il est essentiel que vous continuiez à leur fournir une culture afin qu'ils se sentent engagés dans l'entreprise et continuent à avoir le sentiment de faire partie d'une équipe. Car l'un des désavantages du télétravail est l'isolement social. L'isolement peut amener tout employé à se sentir moins appartenir à son organisation et peut même se traduire par une intention accrue de quitter l'entreprise. De plus, n'oubliez pas qu'avec la distance, on comprend moins les décisions prises par l'entreprise. Il sera donc important d'informer plus régulièrement sur le contenu de votre stratégie. Alors voilà pour ce qui est des étapes, mais sachez que vous n'êtes pas limité à celles que je vous ai citées. Suivant le contexte de votre organisation, il y a sûrement des étapes qu'il faudrait rajouter, comme par exemple créer une équipe test avant d'instaurer le télétravail dans toute l'entreprise ou encore déterminer les emplois admissibles au télétravail, évaluer les progrès de l'équipe à distance, etc. Dans tous les cas, avant de mettre en œuvre le télétravail, il est toujours important de bien comprendre les avantages et les inconvénients de cette pratique, car elle ne fonctionne pas pour tout le monde. Cela concerne aussi bien les entreprises que les personnes. Et mettre en place le télétravail sans un minimum de préparation pourrait conduire à des risques psychosociaux. Alors oui, la mise en place du télétravail représente de nombreux défis, mais il y a aussi des choses relativement rapides et peu coûteuses que les managers peuvent faire pour faciliter la transition. Et c'est ce que nous allons aborder dans cette deuxième partie. Nous vous surveillons, nous recueillons vos saisies, nous enregistrons les sites web que vous visitez. Alors mettez-vous au travail ou faites face aux conséquences. Ce que je viens de vous citer là est un mail que la société Axos Financial a envoyé à ses travailleurs à distance. D'ailleurs, je serais très curieuse que vous me donniez votre avis sur ce mail en commentaire. De mon côté, je me suis demandé pourquoi. Quelle est la pertinence de mettre le télétravail en place si c'est pour fliquer vos salariés et surtout, quelles en sont les conséquences? Mais
Avant tout, il faut savoir qu'en France et au Canada, l'employeur a le droit de contrôler et de surveiller l'activité de ses salariés pendant le temps de travail. Mais il existe des restrictions. Les entreprises n'ont pas le droit à la surveillance continue et généralisée de l'activité de leurs collaborateurs. L'entreprise doit démontrer qu'elle a des motifs réels et sérieux de le faire, que son but est légitime et que la mesure de surveillance mise en place est nécessaire. Typiquement, permettre à la webcam d'un ordinateur de prendre une photo de l'employé toutes les 10 minutes pourrait être intrusif pour les employés et sera considéré comme excessif. Mais malgré la loi, certains employeurs peuvent être tout de même tentés d'avoir une surveillance accrue envers leurs salariés car ils ne savent pas si le télétravail sera effectué au même niveau que s'il était effectué au bureau. Quant aux managers, ils peuvent eux aussi envoyer plus de mails, passer plus d'appels, tout cela pour garder un œil sur les avancées de leurs collaborateurs. Sauf que ces pratiques abusives ou maladroites peuvent contribuer à l'augmentation des risques psychosociaux, notamment par le fait d'avoir moins d'autonomie décisionnelle, comme par exemple le manque d'occasion de participer aux décisions qu'ils ont prises et qui concernent directement le salarié, ou encore le peu de possibilités de prendre des initiatives. Je pense toutefois que les employeurs réagissent plus souvent dans la panique qu'avec de mauvaises intentions. Quoi qu'il en soit, un tel management accroît le stress des travailleurs. Alors, comment est-ce qu'on fait lorsqu'on est gestionnaire et qu'on souhaite non seulement laisser de l'autonomie aux salariés, mais aussi y intégrer une notion de contrôle? La première chose que je conseillerais, c'est la formation. Car comme on l'a vu en première partie, télétravailler, ça s'apprend, mais manager à distance aussi. Et si on reprend le contexte de la Covid, les managers se sont retrouvés du jour au lendemain à devoir piloter leurs activités différemment, à s'adapter aux différentes façons de communiquer, et tout ça dans des structures parfois mal préparées, qui ne fournissaient pas forcément un bon cadre ou des bons outils. Alors, pour ne pas reproduire tout cela, il est important d'avoir une phase de formation préliminaire pour les managers, car même si on est très bon manager sur le terrain en présentiel, manager les équipes à distance, c'est différent. D'autant plus qu'en présentiel, les discussions autour de la machine à café ou en sortant d'une réunion étaient utiles. Ça paraît peut-être anodin en apparence, mais ces petites discussions permettent presque intuitivement de prendre le pouls de l'équipe sur une base régulière. Les managers doivent donc faire face à des défis d'ordre communicationnel et relationnel, et ça s'apprend. Deuxième point maintenant qui est aussi important, c'est la confiance. Alors pourquoi la confiance? Car quand il n'y a plus de confiance, il y a une perte de motivation. Les gens se désengagent et finissent par partir. Il ne faut pas oublier que le télétravail répond aussi à un besoin de responsabilisation du collaborateur. Il y a un vrai sujet d'autonomie derrière tout ça, ce qui se caractérise par moins de présence et plus de confiance. Vous pouvez par exemple fixer des critères de performance plus stricts tout en octroyant plus d'autonomie aux travailleurs dans l'exercice de leurs fonctions. Mesurer la qualité du travail, pas comment les gens y arrivent. Mais bien sûr, pour cela, il faut que vous mettiez en place une communication écrite et claire, mais aussi dire explicitement ce que vous attendez des salariés, les résultats à atteindre, les efforts attendus, la date visée, sans oublier de communiquer sur ce qui est urgent afin de permettre une meilleure productivité. Ce qui m'amène à mon troisième point, la communication. Votre culture d'équipe à distance s'épanouira ou échouera suivant votre méthode de communication. Communiquez, attention, bien communiquer, ce qui veut dire soyez précis, adaptez-vous à votre interlocuteur. Et il ne s'agit pas non plus de communiquer à tout va sans objectif précis derrière. Le travail à distance devient plus efficace si vous fixez des attentes quant à la fréquence, aux moyens et au moment idéal de communication pour vos équipes. Vous pouvez d'ailleurs en parler avec vos équipes afin que tous les employés partagent les mêmes attentes en matière de communication. Je vous conseillerais même d'établir des appels quotidiens avec vos équipes à distance. Cela va vous permettre non seulement de maintenir un lien, mais aussi de prévenir les risques, comme par exemple les risques d'isolement, de difficultés à concilier vie pro, vie perso, etc. L'important est que les appels soient réguliers et prévisibles et qu'ils constituent un forum dans lequel les employés savent qu'ils peuvent vous consulter et que leurs préoccupations et leurs questions seront entendues. Quatrième point maintenant, l'interaction. L'un des inconvénients qui ressort le plus souvent sur le télétravail, c'est l'isolement et le manque de communication. Le moyen le plus simple, donc d'établir une interaction sociale de base, c'est de laisser un peu de temps au début des appels d'équipe pour des sujets
non professionnelle. Alors, par exemple, vous pouvez démarrer la réunion 10 minutes plus tôt pour prendre des nouvelles des personnes de l'équipe, discuter et sociabiliser sans que le but de la réunion en pâtisse. Cette idée, je l'ai d'ailleurs évoquée avec un ami, c'est vrai, qui est manager, et il m'a fait une réflexion que vous aussi ferez peut-être. Alors, je me suis dit, tiens, ça serait peut-être intéressant de vous le partager. Il m'a dit, non mais on est là pour travailler, pourquoi je perdrais mon temps à savoir comment s'est passé leur week-end alors que c'est pas le moment d'en parler, on peut très bien en discuter à un autre moment plus approprié. Je trouve ça forcé. Et c'est vrai que ça peut paraître superficiel, mais les événements virtuels contribuent à réduire le sentiment d'isolement en favorisant un sentiment d'appartenance. Le fait de juste poser des questions sur le bien-être et l'humeur générale encourage l'ouverture d'esprit et peut également contribuer à atténuer les sentiments d'isolement et de manque de communication. Ceci est vrai pour tous les travailleurs à distance, mais particulièrement pour les travailleurs qui ont été brusquement transférés hors du bureau. Comme on l'a vu tout au long de ce podcast, le télétravail peut influencer sur l'autonomie et la responsabilité, la liberté et le contrôle, et il y a donc beaucoup à dire et on pourrait échanger sur les bonnes pratiques pendant des heures. D'ailleurs, je serais très curieuse de connaître ce que vous avez mis en place pour le télétravail. En tout cas, sachez que tout au long de ce podcast, je vous ai donné quelques pistes de réflexion afin d'implanter au mieux le télétravail dans votre entreprise. Mais il faut avoir en tête qu'il existe d'autres facteurs clés comme l'engagement de la direction, la gestion axée sur les résultats, la concertation des différents acteurs clés, la culture d'entreprise, etc. J'ai survolé ces points, mais si vous souhaitez que je parle de ces points plus en profondeur, n'hésitez pas à m'écrire. Pour le moment, vous avez déjà de bons éléments en main qui vont vous permettre, je l'espère, de vous sentir plus confiant dans votre tâche de créer une entreprise collaborative, productive et rentable avec une équipe d'employés à distance. Voilà, c'est la fin de ce podcast, j'espère qu'il vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager mais aussi à laisser vos avis. Vous pouvez aussi m'adresser des suggestions de thèmes que vous souhaiteriez voir abordés dans le prochain podcast en m'écrivant sur LinkedIn ou à mon adresse mail camille@5s7rh.com. Et surtout, n'hésitez vraiment pas à m'écrire, je fais évoluer ce contenu grâce à vos retours. Merci à tous, on se retrouve dans un mois. Ciao!